On revient donc avec nos invités, Kosiga Akwete, Francisco Napokura et Chris Ega. Avant de parler du Togo et de voir comment endiguer le trafic d'organes humains, on va continuer par parler de la Guinée-Conakry, le CNRD qui nomme Mohamed Bouavogui, Premier ministre. Alors Chris Ega, on le disait, est-ce que Mamadi Doumbouya va le laisser, président, on va vous retrouver tout à l'heure, est-ce qu'il va le laisser travailler? C'est tout le problème est là. C'est-à-dire lorsque vous prenez quelqu'un pour ses qualités, mais lorsqu'il vient servir son pays, vous le mettez dans une situation de telle sorte qu'il ne puisse pas donner le plein de lui-même. Je crois qu'un technocrate, ce n'est pas avec les mathématiques ni avec la géographie qu'on conduit l'action du gouvernement. Mais moi, je le dis souvent, ce n'est pas la communication. Lorsque vous sachez créer du sens en commun, lorsque vous savez faire travailler les gens, et surtout lorsque vous êtes honnête vis-à-vis de ceux avec qui vous travaillez. Mais le problème se pose ici, c'est que même en France, lorsqu'on nomme un Premier ministre, je crois qu'il ne fait pas ce n'est pas les objectifs, ses propres ambitions qu'il met devant, mais il porte la politique du chef de l'État. Or, ici, Bouavogui va porter, je crois, la politique de Mamadi Doumbouya, et je crois que celui-là, tel père, tel fils. Généralement, c'est ce qui se passe. Parce que si lui ne lui laisse pas les coups de franges pour être honnête dans sa gestion, pour développer ce qu'il a connu dans sa carrière, pour développer, mettre au service du peuple guinéen l'expérience qu'il a vécue lorsqu'il est dans sa carrière internationale. C'est les conditions qui souvent créent un bon leader. C'est le contexte aussi qui crée un bon leader. Mais lorsque ce leader-là qui a fait ses preuves ailleurs et que vous mettez dans un autre contexte où les réalités ne sont plus les mêmes, quel résultat voudrez-vous qu'il donne? C'est pour cela que je dis que le peuple guinéen qui, à l'entendre aujourd'hui, est en train de jubiler, de dire qu'il suffit d'amener celui-là à la primature pour que tout soit rose. Moi, je dis que ce peuple guinéen-là est allé trop vite en besoin. À mon sens, il faut l'attendre par rapport aux tâches qui lui seront confiées. Et c'est par rapport à sa réaction face à tout cela qu'on peut le juger. Il faut le juger par rapport aux faits et non le juger par rapport à l'émotion qui étreint. Oui, Mohamed Bouavogui va porter non seulement la politique de Mamadi Doumbouya, mais Mamadi Doumbouya, ce dernier, doit vouloir forcément instaurer aussi son pouvoir et avoir des racines. On ne sait pas ce qu'il réserve pour l'avenir. D'ailleurs, la durée de la transition n'est pas définie. Est-ce que ce Premier ministre va travailler? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la nomination du Premier ministre Bouavogui ou quelque chose, Bouavogui n'est que du leurre. C'est-à-dire que le monsieur est nommé juste pour venir faire usage de son carnet d'adresse pour ouvrir certaines portes à Doumbouya. Ne serait-ce que ça. Donc, il vient servir plus Doumbouya que le peuple guinéen. Parce que la transition même n'est pas là pour gouverner la Guinée en tant que telle. Elle est là pour poser les fondements d'une nouvelle élection qui... Voilà. La transition conduit normalement aux élections. Et ce ne sont que les élus issus de ces élections-là qui prendront la Guinée en charge. Donc, ce Premier ministre n'a pas grand-chose à apporter à la Guinée, mais il apportera peut-être ses relations à Doumbouya, ne serait-ce que pour être en phase avec les présidents de la sous-région et peut-être avec les institutions de Bretton Woods et autres, mais pas la Guinée, parce qu'une transition n'est pas censée gouverner un pays. C'est ça, la réalité. Francisco, oui, seulement on ne connaît pas le temps que cette transition va prendre. Ce n'est pas encore déterminé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, de deux, la Guinée a un problème de gouvernance, un problème sécuritaire. Je crois que si le président Mamadou Doumbouya fait bien la séparation, confie ce qui est développement au Premier ministre, il fera son travail. Et eux, ils s'occupent. Il n'a pas besoin de faire les œuvres de développement. Tout à fait. D'organiser les élections. La transition. On ne peut pas organiser les élections en laissant l'État comme ça. Vous savez, dans les contextes dans lesquels on dit que les premiers ministres n'arrivent pas à exercer, c'est parce que dans ces contextes, souvent,
il a évoqué la France. Et que, par exemple, le Premier ministre conduit l'action du président de la République. Oui, ils sont du même parti. Ils partagent les mêmes convictions. Ils ont défendu un même programme au cours de la campagne. C'est ça que le Premier ministre conduit. Mais à un moment donné, lorsqu'il fait ombrage, tout comme Édouard Philippe a commencé par faire ombrage à Macron, ils se sont entendus. Sinon, aujourd'hui, ils ne s'entendent plus en tant que tel. Comment? Parce que Édouard Philippe a commencé il a critiqué même Macron. Donc, maintenant, lorsque nous prenons les contextes comme nos contextes, où les gens ne savent même pas sur quel programme ils se sont été élus. C'est-à-dire que les présidents disent avoir fait campagne, c'est la paix, la sécurité, et puis on donne des trucs qu'on ne peut jamais faire. Et à la fin, on dit mandat social, on nomme quelqu'un pour faire ce mandat social, il ne peut pas le faire. Parce qu'ils sont même quand bien c'était du même parti, ils ne maîtrisent pas les lignes du parti, le programme même qui a conduit. La preuve, quand on fait les séminaires de gouvernement, je vous avais donné un exemple ici, que Edem Kodjo a été celui qui avait initié les séminaires de gouvernement. L'ancien Premier ministre. Oui, avec son premier gouvernement. Au Togo. Quand il avait convoqué le séminaire du gouvernement en invitant les gens de PNUD, c'était bien. Mais quand on a demandé aux ministres qui ont été nommés dans son gouvernement, qu'est-ce que vous allez faire pour les années là à venir, vous a nommé, c'est on dit seulement je vais faire la peinture de ma maison, je vais changer les fauteuils du bureau, d'autres disent je vais au village. Il est dans la caricature. Francisco, là, tu es dans la caricature là. Allez vers et que vous aurez les informations. Même un ministre qui dit il ne peut pas dire qu'il va payer sa maison. Attendez, quand on nomme les ministres dans nos pays, la première des choses, c'est la village qui vient applaudir. Non, restons dans le sujet. Je voudrais qu'on reste dans le sujet. Un Premier ministre ne peut être efficace que s'il maîtrise le programme de son parti. Ce n'est pas quand on est élu. Attends, ce n'est pas quand on est élu qu'on fait des ateliers. C'est un autre thème. Encore ça, c'est une chose. Je voudrais dire, là où je dis, je soutiens encore que c'est du leurre parce que aujourd'hui, le problème qui se pose en Guinée, c'est aller aux élections pour connaître de nouveaux dirigeants. Écoutez. Et pour y parvenir, il vaut mieux avoir quelqu'un de bien rodé de la politique guinéenne actuelle qui maîtrise les rouages pour faire l'unanimité afin que les choses puissent aller. Surtout les écueils. Voilà. Pour qu'on ne connaisse plus. Parce que, attendez-moi. Attendez-moi. Parce que vous savez, il y a une chose. Quand vous amenez un naïf, quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui ne connaît pas les réalités politiques de la Guinée et qui a fait tout son temps dans les institutions de l'ONU et qui vient, comment peut-il appeler les Guinéens politiques surtout à s'asseoir et à parler de la Guinée? Non. Est-ce qu'il connaît les clivages qui séparent les uns et les autres? Non plus. Donc il vaut mieux avoir quelqu'un de la maison qui connaît tout le monde et qui puisse user de son influence et de sa connaissance du terrain pour pouvoir amener les Guinéens, les politiques guinéens à parler le même langage et à aller aux élections. Sinon, cette neutralité ne profitera qu'au putschiste Doumbouya, c'est tout. Et puis, quelque part, je voudrais soulever l'attention de la CEDEAO. Que la CEDEAO qui... non, entre-temps, j'ai appris que le président Bouhari a dit que c'est à cause du 3e mandat qu'il y a des putschs. Mais si la CEDEAO avale comme ça les putschs et le met à la charge du 3e mandat, je dis il y aura putsch dans tous les pays africains si les gens ne font pas attention. Ce n'est pas parce qu'on amène quelqu'un du PNUD que les chefs de l'État de la CEDEAO doivent céder
il faudrait qu'ils maintiennent fermement leurs sanctions contre la Guinée le temps que cette transition... Peut-être que lui sera la passerelle. Non, vous savez, chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Si les 2 mandats ne sont pas peut-être respectés au Togo, c'est parce que c'est les réalités togolaises qui ont imposé à la vie politique togolaise cette réalité-là. Ce qui n'est pas... C'est la réalité togolaise. Parce que tous les peuples ont leur réalité. Non, ne me prenez pas la parole. Non. Donc, moi, j'ai dit qu'on ne dise pas que parce qu'il y a 3e mandat quelque part, il doit avoir coup d'État. Moi, je suis contre ça. Parce qu'à chaque peuple, c'est réalité. Vous acceptez le 3e mandat? Moi, je l'accepte parce que chaque pays a ses réalités. Chez nous, si c'est possible chez nous, ce n'est pas peut-être possible ailleurs, mais c'est notre réalité togolaise qui nous l'impose. 30 secondes, oui, c'est pas ça. C'est c'est pour dire que lorsque Doumbouya parle, par exemple, du besoin d'une refondation, qu'est-ce qu'il met? Il ne lui est pas demandé de venir faire une refondation avant de passer la... Il faut organiser les élections. Mais il faut organiser les élections parties. Il faut que nous sachions faire simple. Lorsque vous faites un coup d'État et que vous dites... Il y a développement dedans. Mais oui, c'est pourquoi développement. Est-ce qu'il est venu pour faire le développement? Pourquoi croit-il qu'il peut faire, il doit faire le développement? Le développement, c'est un cheminement. Ce n'est pas à l'espace de quelques mois. Or, tu es venu, tu dis que tu vas rendre le pouvoir aux civils. En quoi faisant? En organisant les élections. Je crois que c'est l'objectif principal d'une transition. Maintenant, lorsque vous allez prendre quelqu'un que vous estimez technocrate et vous faites de la cosmétique, parce que ce dont la Guinée a besoin en ce moment, c'est de rendre le pouvoir à un civil à travers des élections propres. Je crois que c'est en ça qu'on peut chercher quelqu'un qu'on peut estimer neutre. Mais l'objectif principal de la transition, c'est de rendre le pouvoir à travers des élections. Oui, c'est votre dernier mot. Mais on ne peut pas dire qu'on fait une transition, que les autres maillons de la gouvernance... Non, c'est éliminer les affaires courantes. Non, pas limiter. C'est ce qu'on appelle les affaires courantes. Parce que pour l'instant, on ne sait pas combien de temps la transition va durer. Au Mali, on en a parlé aujourd'hui. Ils disent qu'ils vont repousser. Aujourd'hui, ils vont repousser. Et si on parle de rigueur, vous appelez la CEDEAO. Quelle crédibilité la CEDEAO pour donner sens à une rigueur? La CEDEAO n'est plus tellement en bonne sainteté avec... Mais pourquoi parle-t-il de refondation? Quel est le contenu de la refondation? Ça n'a pas de sens. S'il doit avoir rigueur, il y a beaucoup de pays. Il y a le Mali, il y a... le Niger. Le Niger. Le Niger a organisé des élections. Voilà, le Mali, la Guinée, le Tchad, même le Niger. Quand le président du Niger parle en désordre, est-ce que lui-même, sa réélection... Oui, sa réélection, c'est quoi? C'est à la faveur, voilà, a été contesté. Quelle légitimité il a pour parler aux autres de cette façon? Il y a eu des élections. Donc voilà. Il y a eu des élections. Donc, on ne peut pas gouverner, dire que c'est la transition en laissant les autres maillons. Qui va le faire? Qui veut encore parler? On va directement... Allez, on va parler maintenant de... On va chercher à savoir comment endiguer le trafic d'organes au Togo. Le phénomène est récurrent. Chris Ega, comment trouver des solutions? Je crois que dans tous les espaces où on a le vaudou, je ne sais pas que je suis en train de discréditer, parce que moi-même, je suis de la région. Vous savez, dans nos milieux, le sport le plus pratiqué aujourd'hui, c'est la profanation des tombes. Lorsque vous allez dans les villages, un peu partout, surtout dans les villages qui sont proches, qui ont frontière avec le Bénin, je suis de cette région-là, vous constatez que ce dont on parle là, c'est au quotidien que ça se passe. Vous entrez même dans certains cimetières, pratiquement toutes les tombes ont été profanées. C'est-à-dire, il y a des cimetières où on ne laisse pas, les profanateurs là ne laissent même pas une seule tombe. C'est incroyable. Vous enterrez quelqu'un, vous inhumez quelqu'un aujourd'hui, le lendemain, vous voyez que la tombe est éventrée. C'est à croire qu'ils sont en train de chercher des eaux frais. Des eaux frais à défaut de tuer la personne pour lui prendre le sang. Pour faire quoi concrètement? C'est pour faire du gris-gris. Et il y a maintenant, les choses sont scindées aujourd'hui en deux. Il y a ceux qui savent utiliser ces éléments humains, ces ossements humains, et des gens qui se sont trouvés un commerce
qui vont aller chercher ces ossements-là pour venir les vendre à ceux qui en ont besoin. Et qui sont ceux qui sont généralement les commanditaires? C'est ceux qui vont vers les doudouman, là, les gens qui font le gris là, qui sollicitent, par exemple, il veut bien vendre au marché, il veut être nommé à tel poste, il veut assouvir telle ou telle ambition, et on lui fait des prescriptions. Et ces prescriptions, généralement, on a ces ossements-là, et surtout les ossements des gens qui ont été capables dans leur vie. C'est-à-dire certains ossements sont plus chers que d'autres. C'est-à-dire quelqu'un de son vivant est reconnu, par exemple, héros, quelqu'un qui avait de la poigne. Par exemple, un chef de village, ses ossements vont coûter plus cher que quelqu'un qui a traversé. Voilà. Non, ce ne sont pas des imaginations. Ça, on peut en discuter. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on détecte très facilement, c'est pour ces objectifs-là. Et c'est des gens ordinaires comme nous qui demandons des sacrifices comme ça. Vous voyez? Donc, il y a au moins 3 personnages dans le jeu. Celui qui veut qu'on lui fasse ce gris-gris, tel gris-gris, celui qui s'est dit qu'il peut le faire, et aussi celui-là qui va aller chercher et ces ossements-là. Je crois que ce sont sur ces 3 leviers-là qu'il faut agir pour empêcher la profanation des tombes. Vous proposez des solutions à des fins rituelles. Oui, je voudrais que l'État central aide surtout les chefs de village à avoir leur notoriété dans le temps. Il faut dire que... La police fait un sacré boulot. Oui, vous savez, avant la conférence nationale souveraine de 1990, les chefs du village avaient une autorité, avaient une influence sur les féticheurs, pratiquement les hommes religieux dans nos villages. Mais avec la démocratie, leur influence a pris un coup. Beaucoup ne respectent plus les chefs de village. Et cela permet aussi, nous amène aussi à cette dérive aujourd'hui. Donc je voudrais que l'État central aide les chefs de village à retrouver leur influence dans le temps. Et pour que... Comme ça, ils peuvent bien... Oui, parce que, au fait, ils sont nommés comme les gardiens des us et coutumes. Alors, plus ils ont d'influence dans leur village, sur leurs administrés, ils peuvent contenir ces velléités-là des féticheurs et ceux qui seront peut-être tentés à aller faire ces choses ignobles. Parce que nous savons qu'un mort a droit à de l'honneur, à du respect. Mais quelque part où repose quelqu'un qu'on aille, alors le déranger dans son sommeil éternel, c'est aberrant, ce n'est pas bon. Mais je crois qu'il faut aller à la source. Je salue le travail impeccable que fait la police, mais il faudrait que l'État central, par ses démembrements, arrive à renforcer l'autorité du chef du village en tant que gardien des us et coutumes pour pouvoir contrôler ces gens-là. Francisco Napokura, les gens n'hésitent même pas à tuer leurs prochains pour enlever des organes. Vous savez, la profanation des tombes, ce n'est pas seulement au Togo, c'est dans beaucoup de pays. Ouais. Je crois en 2012, j'étais à Abidjan, me recueilli sur la tombe d'un frère et ami, paix à son âme. J'ai vu comment les tombes étaient éventrées dans le cimetière. Vous savez, cette histoire de ossements humains, nous, en tant qu'enfants, on a eu connaissance de ça. C'était dans les années 99-80 avec Adjata Kofi, qui avait tranché la tête d'un monsieur qui était en train de faire une prière autour d'une rivière dans la région des plateaux. Et ce monsieur, on l'avait circulé dans tout le Togo avec la tête humaine là, dans les mains. Et il a fini sur les poteaux, sur la plage. C'est-à-dire qu'il a été condamné à mort et il a été fusillé. Je crois que c'est le dernier qui avait été fusillé par condamnation à mort au Togo. Bon, ça ne corrige pas. Bon, ça ne corrige pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc Adjata Kofi après, ce truc s'est répandu dans le pays. Et il vous souvient qu'en 2000, c'était dans les 2016 et autres, et à Lomé ici, au Togo pratiquement, on avait connu la disparition des jeunes filles. Ouais, effectivement. Et puis soit vidées du sang. Et puis, bon, en fin de compte, on nous avait présenté un strapontin
comme ça que bon, c'est lui qui est à l'origine. Mais quand vous voyez, vous analysez des choses, quand vous voyez la personne même qui présentait, et puis ce qu'il présentait comme, disons, preuve, la personne ne pouvait pas lui seul avoir la force pour tuer autant de jeunes filles. Et ces enquêtes-là sont restées où? Et tout dernièrement, nous, chez moi, en Pays Bassa, il y a 2 ans, c'était des phénomènes où, lorsque la population, surtout à Bangéry, s'est révoltée contre celui-là qui est venu voler une petite fille, un enfant d'une maison pour aller sacrifier chez lui. Le jour-là, quand les gens ont dépouillé sa maison, c'était les ossements humains, tout ça là. C'est quelqu'un, un dadien, comme on le dit, c'est les choses qui ont fait. Mais les populations avaient réagi et ça, c'est spontané. Donc, mais ces gens-là qui ont réagi face à cette violence sont en prison. La justice togolaise les a mis en prison. Donc, par contre, ceux qui ont assassiné les enfants, ils sont en liberté. Est-ce que vous voyez? Oui. Tout dernièrement, à Sotobois, Blita, plutôt, ça s'est passé, on a découvert 2 enfants, le corps de 2 enfants dans un véhicule. Mais si vous voyez comment les choses sont traitées, même à l'époque, on avait cité même des gens qui finalement se sont retrouvés au gouvernement. Quand vous voyez des choses comme ça, ce ne sont pas des citoyens ordinaires qui veulent choses, non, mais c'est des gens qui veulent la puissance. C'est des gens qui veulent conserver le pouvoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, que les commanditaires. Oui, ce ne sont pas des citoyens ordinaires comme nous. Mais est-ce quelle ambition on a pour aller faire autant de bavures, de crimes, de crimes de sang? Donc, c'est des gens qui souvent, qui sont haut perchés, qui ont envie de conserver le pouvoir, qui ont envie d'arriver au pouvoir, et qui ont envie de garder leur poste. Vous allez voir aujourd'hui que quand même on nomme un poste de ministre, un poste de directeur, les gens ne touchent même pas les choses. Même on va jusqu'à casser le bureau pour enlever les carreaux, ou carrément les gens déplacent le fauteuil pour le mettre ailleurs. Donc vous voyez, quand on est dans un système comme ça, et que même le gouvernement arrive à fermer les temples de prière, c'est qu'on n'est plus dans des croyances modernes. Nous sommes dans des trucs. C'est-à-dire que c'est la seule raison qu'on peut donner. Ça veut dire ça, c'est pour lutter contre Covid-19. Non, la Covid est là. La Covid est là. Le palu est là, on vient d'en parler. Le cancer. On est parti encore sur un autre thème. Donc voilà le système pour lutter contre ce genre de pratiques. Profanation des tombes, tuerie des enfants. Mais c'est le gouvernement qui doit prendre les taureaux par les cornes. Il faut faire les enquêtes, que les enquêtes aboutissent. Les 12 jeunes filles qui avaient été tuées au Togo, ce que je viens de donner comme exemple d'Ambassa, à Bassa, voilà, qui a une fois présenté les gens pour dire que voilà véritablement ceux qui ont commis le crime et pour qui ils l'ont fait. Puisqu'on vide le corps, on vide les corps du sang. Ce n'est pas pour les commanditaires. Voilà, ce n'est pas pour la Croix-Rouge. C'est pas pour la Croix-Rouge. Voilà. En tout cas, on doit également parler à la jeunesse togolaise, puisqu'on parle du Togo, la part du gain facile aussi, pour surtout ces filles qu'on arrive à tromper avec quelques billets. Ça aussi, c'est une cause profonde. Oui, c'est vrai que cette pratique-là a des causes multiples et surtout des causes endogènes, parce que c'est d'abord lié aussi à notre culture. Vous savez, c'est ce à quoi nos aïeux ont cru depuis toujours, et ça ne finit pas. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que si tel est le cas, que ces pratiques-là donnent la puissance réellement, si ce n'est pas une affaire pas une simple affaire de croyance, de conviction, l'Afrique ne peut pas être dans cet état-là. Parce que nous vivons un drame en Afrique, la pauvreté est endémique, et pourtant on dit qu'on peut avoir de l'argent en faisant ces gens de sacrifices. Et puis généralement, ceux qui font ces sacrifices-là, vous savez, au Gabon, entre-temps, on en a beaucoup parlé aussi, où les gens disparaissaient, comme les albinos, au Kenya, etc. C'est des croyances comme ça, et pourtant l'Afrique est végète toujours dans sa situation de pauvreté, de misère. Ce qui est sûr, c'est que ces sacrifices-là, ce n'est pas avec ça qu'on peut faire le développement, ni même le développement d'un individu.
Mais si vous voulez être grand commerçant, ce n'est pas de cette façon que les Occidentaux sont parvenus. Ce n'est pas avec des gris-gris comme ça que les Occidentaux sont parvenus à nous prendre en esclavage ici, à devenir colonisateurs. Mais ce n'est pas la force de la réalité qui est la leur. Et cette réalité-là, généralement, c'est la science. Il faut qu'on fasse la différence aujourd'hui entre le spirituel et la science. Parce que nous avons une jouissance, une fusion, nous faisons une fusion avec ces croyances-là qui ne nous amènent nulle part. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est parce qu'il y a des demandeurs que ce marché-là est en train de prospérer. Moi, j'ai dit tout à l'heure que dans nos milieux, les profanations de tombes, c'est au quotidien. C'est-à-dire, c'est entrer tellement d'après. Vous passez même parfois auprès de certains couvents vaudous, vous sentez directement l'odeur. L'odeur est tellement persistante que vous vous demandez, et celui-là, on dit de lui souvent qu'il déterre. Et pourtant, aucune autorité n'est jamais allée entrer. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Aujourd'hui, lorsqu'on érige les communautés à la base, c'est-à-dire les communes, etc., c'est pour que l'administration soit proche de l'administré. Et ces détails-là, qui n'en sont pas pourtant des détails, il faut que le pouvoir de proximité cerne les besoins, les aspirations des gens de la commune, parce que ce pouvoir-là qui est installé à la base, c'est ce pouvoir-là aujourd'hui qui doit trouver une solution à ça. Par exemple, lorsque vous entrez par exemple dans les communes, aujourd'hui, nos communes n'ont pas encore de cimetière communal. Vous voyez quelqu'un, mais on défend au Togo d'enterrer dans les maisons. Et les gens, comme il n'y a pas de commune, ils enterrent aussi n'importe où. En brousse. Mais si nous avons par exemple des cimetières où tout le monde est clôturé, je crois que ça peut empêcher aussi les gens d'avoir assez facilement aux tombes. Aujourd'hui, le citoyen est au désarroi et je crois qu'il faut peut-être rassembler une commission pour réfléchir à la chose. Un dernier mot, oui, comme je viens de le dire, il faudrait que l'État central aide les chefs de village à avoir plus d'autorité et d'influence sur leurs administrés. Cela amènerait d'abord, dans un premier temps, à freiner un peu, puisque dans le temps d'avant, c'est les chefs du village qui organisaient les patrouilles nocturnes dans les villages. Et cela empêchait ces fossoyeurs de tombes d'opérer. Aujourd'hui, les communes sont encore un peu loin d'où se passent ces choses-là. Ces choses ne se passent pas peut-être dans les grands cimetières, non, c'est les cimetières dans les villages qui sont les proies ciblées. Donc, je dis aujourd'hui que l'État central aide les chefs de village à avoir plus d'influence, plus d'autorité comme avant sur leurs administrés, et cela amènerait les féticheurs à se contrôler et amènerait aussi ces chefs-là à organiser le village de sorte que la nuit, il y ait une permanence de garde pour veiller à ce que les morts ne soient pas dérangés. Merci beaucoup à vous, Kosigan Akwete, président de Alliance Jeunesse Développement. Merci Francisco Napokura, journaliste et directeur de publication de Tampa Express. Nous disons également merci à Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Merci également à vous pour votre fidélité légendaire. Merci également pour vos messages. On est toujours ensemble. Prenez soin de vous. À très bientôt.